Dans le monde du conseil et du service, tout le monde aide son client à la transformation. La question, c'est combien on en fait pour eux-mêmes. On a scalé dans 60 pays extrêmement rapidement. On a fait 565 millions de chiffre d'affaires et 7000 personnes avec plus de 100 nationalités maintenant. On se rend pas compte à quel point, quand tu as ton entreprise, tout ce que tu mets au départ de l'entreprise va perdurer dans l'entreprise. Est-ce que j'arrive à avoir une organisation auto-apprenante, une organisation qui arrive à former des gens qui à chaque fois sont un peu meilleurs que ceux d'avant, et où tu transmets les bons côtés et tu essaies de pas transmettre tes défauts. Quand tu recrutes quelqu'un, tu décides, c'est ton acte managérial, c'est à toi de le faire. La crise arrive, on commence à prendre cher et le client nous dit tous les projets s'arrêtent et donc vous avez tout le monde sur le carreau. Donc tu te trouves non seulement à avoir 60% de tes équipes qui n'ont plus de travail, et en même temps, on te dit que tu ne seras pas payé les 6 derniers mois. On dit souvent qu'on mesure un entrepreneur par sa capacité à traverser les crises. Notre invité en a vécu 3. 2000, 2008 et 2020 avec le Covid. Et après l'avoir écouté, tu vas voir que ça n'est pas vraiment un hasard. Nous sommes avec Olivier Brouran, fondateur de Man2, créé en 2007 et implanté dans plus de 60 pays à travers les 5 continents. Man2 atteint les 565 millions d'euros de chiffre d'affaires, un demi-milliard en 2020 et se place dans le top des plus gros acteurs mondiaux indépendants du conseil aux entreprises. On a énormément apprécié l'échange avec Olivier. Il a un vrai talent pour partager ses clés business en les illustrant d'exemples et d'histoires et arrive à les rendre captivantes. Dans cet épisode, on parle de comment créer une culture d'entreprise, de recrutement et surtout du recrutement de Top Gun, mais aussi de comment faire croître son entreprise. Sur Business Tribe, on aime les idées paradoxales qui vont à contre-courant. Et nous avons été servis avec Olivier. Par exemple, on ne réalise pas que stratégie et mindset qui nous ont permis d'arriver à la réussite d'aujourd'hui ne nous amèneront pas à la réussite de demain. Faire passer une entreprise de 50 à 80 personnes est très différent que de passer de 1 à 50. Ayant scalé très rapidement, Olivier partage ce dont tu as besoin à chacune des étapes de la croissance de ton entreprise. Mais surtout, après l'avoir écouté, tu vas réaliser qu'il y a un élément qui est au cœur du succès de Man2. Un élément tellement important à ses yeux que s'il devait recréer une entreprise, il se baserait dessus. En tout cas, cet épisode est un coup de cœur, et si tu fais partie des entrepreneurs qui veulent passer un cap, cet épisode est fait pour toi. Bon visionnage. Il y a une histoire, je me souviens d'un rendez-vous très marrant. On faisait une conférence à l'EM Lyon avec Stéphane Trépeau, qui est l'ancien patron d'AOL qui a monté Sarenza. Il raconte l'histoire de Sarenza et il raconte à un moment qu'il a hypothéqué sa maison et il explique à tous les étudiants en disant « Il ne faut jamais le faire ». On sort de la conférence, je le regarde, il me regarde, il me dit « Toi aussi ?» Je dis « Oui ». Évidemment, et je dirais à un entrepreneur, il faut jamais le faire. C'est des moments qui sont compliqués, quoi, qui génèrent du stress, c'est évident. Et t'essayes de faire en sorte que ça soit le moins visible pour ceux avec qui tu travailles. Je l'ai fait parce qu'en fait, d'abord j'avais pas le choix, mais ensuite j'étais sûr que c'était une bonne décision. J'ai pas eu le doute sur le fait que ça marchait pas. Donc de l'extérieur, c'est un risque. Moi, je considère pas que j'ai pris un risque à ce moment-là, parce que c'est quelque chose qui est calculé. C'est mon côté ingénieur, c'est rationalisé. Je considère que ce n'est pas un risque. Je savais que ça allait marcher. Je suis très content, comme je disais, qu'on fasse ce podcast ensemble. Est-ce que tu peux te présenter, raconter rapidement ton parcours et après on va creuser ça? Écoute, je m'appelle Olivier Brouran, j'ai 46 ans, je suis marié, j'ai 4 enfants qui ont entre 14 et 21 ans et je suis entrepreneur ou serial entrepreneur maintenant depuis plus de 20 ans. J'ai démarré vraiment en tant que salarié, j'ai créé une activité pour une entreprise en Belgique et puis après en tant qu'intrapreneur avec un peu de capital et puis ensuite tout seul. Et je suis aujourd'hui le dirigeant et le fondateur du groupe Man2, qui avant s'appelait Amaris, qui est un groupe de conseil et de services aux entreprises. C'est le sanskrit, ça veut dire le conseiller en sanskrit. Et puis c'est le clin d'œil avec Man2, l'humanité aussi, avec la baseline du groupe qui est Tomorrow is Human. La technologie va effectivement impacter complètement nos vies. On croit nous quand même que la différence, elle sera faite par les individus dans l'organisation. C'est pas toutes les boîtes qui arrivent à avoir cette croissance dans le service. Elles étaient où vos forces, tes forces, même dès le début, pour arriver à créer ça en fait?
Je dirais qu'il y en a plusieurs. La première, c'est l'indépendance. Le fait d'être indépendant, c'est une force parce que quelque part, quand tu as de la frugalité, ça t'oblige à avoir un compte de résultat qui est positif. Donc déjà, ça oblige à gagner de l'argent, ce qui est quand même une vertu plutôt sympathique quand tu gères une entreprise. Parce que mine de rien, la rentabilité, c'est ce qui assure la pérennité d'une entreprise. Donc tu es obligé de la penser pour être pérenne. Donc déjà, c'est important. Et donc pour s'auto-financer. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on l'a pensée depuis le début. Elle a été pensée pour scaler. Elle a été pensée digital. Elle avait été pensée cloud, elle avait été pensée data-driven en 2007. Je rappelle, en 2007, c'est l'année où l'iPhone sort. Donc on est dans une autre époque là. Faire confiance, vraiment pour le coup. Faire confiance à des gens. Faire confiance à des talents pour être capable de lancer des activités. Est-ce que tu as recruté vite une équipe ? Oui, on a recruté des gens. Je crois qu'au bout de peut-être 2 ans, je crois, on avait presque une dizaine de pays. Tu es solo founder, hein ? Non, on a démarré à 4. Et puis un 5e qui nous a rejoint très rapidement, qui est encore aujourd'hui associé avec moi. Les autres étant partis dans les 5-6 premières années ou quelque chose comme ça. Comment tu l'as vécu cet aspect justement ? Mal et bien en même temps. Quand tu veux scaler, il y a une notion de performance et d'exigence. Quelque chose qui menace toute entreprise, c'est le principe de Peter. C'est qu'à un moment, en fait, on arrive tous à notre plafond de verre, on devient tous incompétents pour ce qu'on fait. Ça arrive plus ou moins vite, mais on y arrive. On peut repousser l'échéance. En essayant de se remettre en question, en ayant des gens qui te remettent en question, on peut essayer de la repousser. Mais à un moment ou un autre, on devient incompétent sur une partie de ce qu'on fait ou la totalité. Et dans ces cas-là, c'est hyper important d'aller mettre les gens au bon endroit pour faire ce qu'ils font bien. Tu fais pas jouer Hugo Lloris en avant-centre au foot, ça marche pas. Ça marcherait pas, non. Ça marche pas. Enfin, peut-être, mais... Il faut beaucoup de formation. Ouais, c'est ça. Donc il faut arriver à faire jouer les bonnes personnes au bon endroit pour qu'elles expriment leur potentiel, leur talent. Et en fait, en tant que dirigeant, j'ai merdé pour le coup, clairement, c'est que j'ai pas été capable suffisamment tôt de dire écoute, le travail que tu fais là aujourd'hui, tu serais génial pour faire ça, mais ça, il faut que tu arrêtes de le faire, t'es pas bon pour le faire. Et j'ai pas eu le courage de le faire. C'est pas une question de courage managérial parce que j'en ai plutôt, c'est l'affect qui est rentré là-dedans. Et ça, je crois que c'est très compliqué dans les startups parce que évidemment, tu as un affect qui est énorme quand tu crées une entreprise au début avec les gens qui sont les premières équipes. Et à un moment, il faut être capable de se rendre compte que c'est pas forcément celui qui t'a permis, et celui qui a permis à l'entreprise plutôt, de passer de 0 à, je sais pas, 200 personnes, c'est pas forcément celui qui te permettra de passer de 200 à 1000. De même que, il y a un moment où je ne serai plus la bonne personne pour permettre à Mantou de passer à 20 000 ou 10 000. J'en sais rien. Je sais pas à quel moment. Mais ça arrivera. Ça arrivera forcément. Et là, la clé, c'est est-ce que j'aurai un comité de direction ? Est-ce que j'aurai des gens qui me diront « Olivier, allez, arrête là. Fais ce sur quoi t'es bon. » Tu disais dans le podcast avec Mathieu, je sais pas si tu es toujours aligné avec ça, que si ça arrivait, tu revendrais tes parts. Ce que j'ai expliqué, c'est qu'en fait, on a un fonctionnement dans lequel les gens ne restent pas actionnaires s'ils ne sont pas opérationnels dans l'entreprise en fait. Donc je suis salarié, je suis resté 4 ans avec vous, j'ai des parts dans la boîte. Tu pars, tu vends. Et c'est vous qui rachetez ? Oui. Et à la valeur courante de la boîte, comment ça fonctionne ? On a une petite application qu'on a développée qui permet de suivre la valorisation de l'entreprise, qui est une espèce de boursorama interne, tu vois, ou quelque chose comme ça, qui détermine la valeur de l'entreprise. Et à chaque moment, pour les équipes qui sont actionnaires, ils ont la valeur en temps réel de ce que c'est. Et donc, s'ils quittent l'entreprise, à ce moment-là, on rachète les parts au prix du moment où ils partent. Ça, c'est contractuel, ce truc-là ? Oui. Ok, parce que ça, c'est une question typiquement, là, dans les recrutements, ça arrive, il y a des personnes qui disent qu'est-ce que tu proposes en termes d'equity. Moi, aujourd'hui, je suis un peu entre deux en train de me dire j'ai envie d'aller vers donner des parts, en même temps, je veux pas le faire trop vite. Quelque part, le partage de la valeur, il est avec ceux qui la créent. Donc, tu peux considérer et c'est le cas, hein, un investisseur qui finance une entreprise, il a aussi mis quelque chose dedans, donc c'est normal qu'il récupère quelque chose. En revanche, quelqu'un qui ne crée plus de valeur au sein de l'entreprise, dans une entreprise, c'est quand même compliqué. Alors évidemment, tu prends demain Facebook, coté en bourse, un actionnaire qui était là au début, ok, peut-être. Ça n'empêche quand même que, si tu raisonnes à ton échelle, à toi, celui qui partirait de l'entreprise, de ton entreprise, et qui garderait du capital, c'est du capital que tu ne pourras pas donner pour incentiver celui qui arrive pour faire le travail. Et à un moment, tu vas te retrouver avec une entreprise, donc du coup, tous les gens qui sont actionnaires et qui ont la valeur, ils sont plus dedans. Surtout qu'à eux tous, ils ont un pouvoir du coup. Le partage de la valeur, c'est pas la même chose que le partage du pouvoir administratif. D'accord. Si tu raisonnes en droit de vote. Le pouvoir, de toute façon, c'est simple. Dans une entreprise, tu peux avoir 100% des droits de vote. Quand tu as une entreprise qui a la taille qu'on a chez Mantou, le premier pouvoir, c'est les clients. Les clients, ils ont le pouvoir de te dire au revoir. Donc, c'est déjà eux qui ont le pouvoir. Et le deuxième pouvoir, c'est tes équipes qui ont le pouvoir de te dire tu dégages, au revoir. Et tu peux avoir 100% des parts. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Si plus personne veut de toi parce que t'es mauvais et que t'es nul, c'est fini. Voilà. Et donc, c'est pas un bon fonctionnement. Les équipes, elles ont le pouvoir parce que c'est eux l'entreprise, c'est pas moi, c'est plus moi depuis longtemps.
Mais je vais te raconter une histoire sur le capital parce que je la trouve hyper intéressante. Sois à l'aise avec les histoires, on adore ça. C'est une grosse bêtise que j'ai faite à un moment, mais qui correspond à une conviction personnelle. Je crois en 2011 ou un truc comme ça. On fait une soirée en fin d'année avec peut-être le top 30 de la boîte pour présenter, tu vois, les résultats, comment ça se passe, etc., etc. Et puis, à l'époque, on prend 2% du capital et on le donne aux équipes. Voilà. Donc, les 30 qui sont là, on leur donne 2% du capital. Et en même temps, donc on fait un joli petit sac dans lequel j'avais mis un mot, je crois que c'était une citation de Churchill à l'époque, je sais plus laquelle, j'aime bien la citation de Churchill. On met un iPad, qui est juste le dernier iPad qui venait de sortir, et on met le fait qu'ils ont, 2% divisé par les personnes qui étaient là, quoi, tu vois, en bout de capital. À la fin, on sort, donc tu vois, petit cocktail, champagne, ils sont tous venus en disant « Merci, c'est trop génial, l'iPad c'est fantastique ». Parce qu'en fait, l'iPad, pour eux, aujourd'hui, le bout de capital qu'ils ont eu, ils doivent pouvoir acheter 100 iPads par an avec les intérêts de ce capital. Mais pour eux... C'était pas palpable. Non, la perception de la valeur n'existait pas. Et donc, il y a un moment, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'en fait, tu vas distribuer du capital à des gens qui n'ont pas forcément la même perception que toi. Et toi, tu considères que c'est vachement bien parce que tu es entrepreneur et donc tu sais ce que tu donnes. Et pour toi, c'est une vraie valeur. On donne quelque chose parce qu'on adresse deux besoins. On adresse le besoin, à mon sens, comme avec les BSPCE, on adresse le besoin que les gens se sentent partie de l'aventure. Ouais. Et effectivement, donner un bout de capital, ça adresse ce besoin-là. On adresse quelque chose qui est quelque chose d'économique. Et la problématique, c'est qu'on donne quelque chose qui n'est pas valorisé au moment où on le donne. Et il y a peu de gens qui sont capables de comprendre et de valoriser ce que c'est. Le learning, c'est que, déjà, quand tu donnes et que c'est gratuit, ça ne vaut rien. Ouais. Malheureusement. Donc comment je gère ça ? Bah déjà, faut l'acheter. Toi, tu l'as acheté, ton capital. Oui. Oui, tu l'as acheté avec de l'argent, tu l'as acheté avec ton temps au début, parce que tu t'es peut-être pas payé pendant 2 ans, etc. Enfin, il a eu un coût pour toi là-dessus. Donc quand tu le donnes, je pense, et pour autant je le fais pas aujourd'hui encore, mais je pense que mais oui, parce qu'en fait, je suis toujours tiraillé entre le fait que je trouve ça génial de faire profiter de choses aux équipes, et qu'en plus ça soit le plus intéressant pour eux possible. Si je peux faire quelque chose où ils achètent, ils ont du capital, et qu'en plus ils l'ont pas payé, c'est beaucoup plus intéressant pour eux économiquement. Mais psychologiquement, il manque le truc d'avoir fait un chèque. Après, il y a la perception. Donc aujourd'hui, dans l'écosystème dans lequel on vit, les levées de fonds sont devenues l'alpha et l'oméga. Ce qui est une aberration parce que les gens confondent la valorisation d'une entreprise parce qu'il y a une levée de fonds avec la valeur de l'entreprise qui n'a rien à voir. Tu peux lever sur base d'une valo à 1 milliard. Il y en a un, c'est une histoire et l'autre, c'est la réalité, quoi. Exactement. Et donc, c'est pas pour autant que l'entreprise qui est levée, qui vaut 1 milliard aujourd'hui, va être vendue 1 milliard, d'une part. D'autre part, et c'est là où c'est compliqué, quand tu as une entreprise, par exemple, dans laquelle il y a des BSPCE, c'est pas parce que la valo de l'entreprise est à, 100 millions. Les BSPCE peuvent être marketés comme valant 1 million si c'est 1% de 100 millions. C'est pas pour autant qu'ils vaudront 1 million. Ils ne vaudront 1 million que si un jour l'entreprise est vendue et qu'il reste de quoi payer 1 million à ceux qui ont des BSPCE. Globalement, les investisseurs qui ont mis de l'argent, ils vont d'abord se rémunérer eux. Ouais. Et c'est normal. Et donc il faut déjà que l'entreprise soit vendue à un prix qui est conséquent. Et ensuite que les investisseurs soient rémunérés pour qu'effectivement il en reste pour payer pour les fondateurs et pour les actionnaires qui a des BSPCE. J'ai encore pas trouvé le mécanique idéal. Ce dont je suis à peu près certain, c'est que si c'est donné trop tôt, la valeur n'est pas enregistrée. Imaginons, aujourd'hui tu donnes tes BSPCE. Toi tu sais que dans 5 ans, ces BSPCE-là, ça vaut, 300 000 euros. Si tu donnes à quelqu'un qui considère que ça vaut 10 000 euros aujourd'hui, et qui se dit, bon, peut-être qu'un jour ça vaudra, le problème, c'est que tu ferais mieux de lui donner autre chose. Parce que pendant ce temps-là, si tu lui donnais 20 000 euros de salaire en plus par an, il serait super content. Et la vraie question, c'est qu'est-ce que tu dois faire pour que les gens soient heureux, intéressés, motivés. Et en même temps, sur le long terme. Donc c'est pas simple comme équation à résoudre. Le problème, c'est la perception. Si t'aimes ce type de contenu et que t'es intéressé par faire scaler ton entreprise, il y a un facteur qui peut tout changer dans ton organisation. Pendant longtemps, on passait à côté de plein de ventes parce qu'on les suivait mal. Et donc, on a benchmarké 20 solutions de CRM pour en choisir un qui est HubSpot. Ce que j'aime, c'est que l'interface, elle est hyper fluide. Je voulais quelque chose de facile à utiliser. Ça nous a permis de faire décoller nos ventes et de mieux les suivre dans le dernier trimestre. HubSpot, c'est quoi ? C'est un écosystème de plus de 1000 applications tierces que tu peux connecter à ton CRM. On a décidé d'utiliser Aircall. C'est une solution de téléphonie qui fait gagner un temps fou à l'équipe commerciale en lui donnant une vue complète des données clients via l'intégration HubSpot et grâce à des fonctionnalités qui permettent notamment de former les commerciaux au quotidien et de les faire rapidement monter en compétences. Tu peux trouver des infos dans la description. Et maintenant, place à la suite de la vidéo. Vu que chaque personne est unique, et moi j'aime bien cette idée de s'adapter, on est aussi il y a de plus en plus de modèles de boîtes qui créent des rémunérations transparentes, des grilles salariales,
Moi, c'est des questions complexes là pour moi, c'est typiquement ces questions-là. Comme tu viens de le dire, il y a des gens qui n'ont pas les mêmes besoins. C'est-à-dire, il y a des gens, ils vont préférer peut-être avoir plus de vacances et pas plus de salaire. D'autres, ils veulent moins de vacances, plus de salaire. C'est quoi, toi, ta vision d'une rémunération qui est performante? Je sais pas si c'est le bon terme. Déjà, il faut qu'elle corresponde aux objectifs de l'entreprise. Le système de rémunération qui existe dans l'entreprise doit correspondre aussi aux objectifs de l'entreprise. C'est assez important. Tout système de rémunération, quel qu'il soit, il a des avantages et des inconvénients. Et il faut juste que les inconvénients de ton système ne soient pas en contradiction avec ce que tu veux faire en tant qu'entreprise. Tu aurais un exemple pour que ça m'aide à l'imaginer? Un exemple radicalement opposé. Tu prends des gens qui font du développement commercial. Tu peux soit leur mettre un système d'intéressement à l'activité qu'ils génèrent, soit ne pas en mettre du tout. Ça va induire un comportement. Tu peux le faire en plus en équipe aussi. Exactement, tu peux faire collectif, en individuel, etc. C'est pas mieux ou moins bien. C'est juste la question, c'est de quoi tu as besoin toi à ce moment-là. Et de qu'est-ce que tu vas chercher. Pour revenir sur l'histoire de la transparence des rémunérations, parce que c'est un sujet que je trouve super intéressant, il touche pour moi au scaling. En fait, quand tu regardes le scaling, je sais pas si tu sais, j'ai aussi un fonds d'investissement, donc j'investis pas mal dans les startups. Je dois investir dans une quinzaine de startups par an en France. Et en fait, quand on prend l'histoire du scaling, c'est quelque chose que je trouve extrêmement intéressant. Moi je considère, après, encore une fois, c'est que mon expérience, mais tu as des étapes en termes de nombre de personnes dans une organisation. De 0 à 50, 50, 80, 80, 200, 200, 500, 500, 1000, 1000, 4000. Et après, je pense que c'est 10 000. L'étape suivante. J'en suis à peu près certain. Tu confirmeras. Ouais, mais j'en suis à peu près certain. Pour passer de 50 à 80, il faut qu'il ait délégué. C'est impossible autrement. Parce que c'est l'énergie qu'il a développée tout seul. Tu peux monter à 50, au-dessus, c'est pas possible. Là, c'est ce que je vis. Moi, nous, on est 35 et je vois bien que je veux pas continuer à me développer si j'ai pas les bonnes personnes. Ben, c'est impossible autrement. Tu peux pas être partout. Et en plus, t'es pas compétent pour l'être. Donc, 50 à 80, c'est ce que tu vas arriver à déléguer. Pour passer de 80 à 200, c'est ce que non seulement tu as réussi à déléguer, mais tu as réussi à former des gens qui vont être meilleurs que toi pour faire le job que tu as pris. Parce que tu peux tout à fait prendre des gens à qui tu vas confier des tâches, ils vont être capables de les faire, mais ils vont pas pouvoir reformer eux derrière des relais. Donc ça, c'est pour passer jusqu'à 200 personnes. Bon, après, je ne vais pas rentrer dans le détail de 100, 500, 500 000, etc. Mais allons jusqu'à 1000 déjà. Après, le schéma, il est quand même plus similaire. Ouais, il est similaire. C'est-à-dire, en gros, c'est est-ce que j'arrive à avoir une organisation qui est auto-apprenante, une organisation qui arrive à former des gens qui, à chaque fois, sont un peu meilleurs que ceux d'avant, et où tu transmets les bons côtés et tu essaies de pas transmettre tes défauts. Je sais pas si tu as des enfants. J'en veux, mais j'en ai pas. Pas encore. Bon. En fait, tu essaies de leur transmettre ce que tu sais bien faire le mieux possible et tu essaies de pas trop leur transmettre tes problèmes, tes défauts, etc. Marche pas toujours, mais au moins tu essayes, quoi. Là, c'est pareil. C'est finalement comment je vais essayer de transmettre dans l'organisation. Et donc, l'organisation qui est une académie pour aller former les équipes, pour que ta culture, elle diffuse, pour que tes méthodes, elles diffusent, etc. Et ça va permettre, si tu le fais correctement, d'aller jusqu'à aux 1000 personnes sans problème. Les 4000 personnes, qui est le seuil d'après, c'est que là, tu commences à toucher à des problèmes de process globaux. Où ce qui marchait très bien avec un certain niveau de responsabilisation, d'autonomie, avec une organisation même flat, avec 2, 3, 4 niveaux, marche plus à 4000. T'es obligé de structurer. C'est impossible autrement. C'est quoi une entreprise flat à ces tailles-là, en fait? Déjà, je trouve que quand tu gères plus que 7 personnes en direct, ça commence à être compliqué. Si tu veux former les gens et les coacher, c'est-à-dire qu'il y a une différence assez fondamentale. Demain, tu me posais tout à l'heure la question de mon travail, tu prends mon comité exécutif, j'ai pas besoin de les former, c'est eux qui me forment. Enfin, je veux dire, ils connaissent mieux leur métier que moi, ils savent mieux ce qu'ils font. Donc moi, mon travail, c'est plus d'essayer de brasser les idées, de donner un regard, de faire en sorte que ça collabore, mais ils savent mieux faire leur métier que moi, et de très loin. Donc, tu vas pas les former. Donc, à ce niveau de responsabilité, on est plus là-dedans. En revanche, quand tu prends des gens, tu prends à ton niveau à toi, quand tu as 35 personnes, si tu vas commencer à recruter quelqu'un, c'est de l'énergie pour former quelqu'un, c'est du temps. Tu vas y passer du temps parce qu'il faut que tu lui transmettes tout ce que tu sais bien faire. Tu peux pas faire ça avec un nombre de personnes infini, c'est juste pas possible. Il y a une différence pour moi entre Yves Guillemot, le PDG d'Ubisoft, qui a 17 personnes en direct, par exemple, et puis à l'inverse, quand tu veux vraiment former quelqu'un et transmettre quelque chose, où là, tu peux pas ne pas y passer de temps. Ce que tu veux dire, c'est que plus j'ai des gens autonomes, plus je peux en avoir entre guillemets beaucoup. Oui, alors le paradoxe de l'histoire, c'est qu'en général, les gens se disent, plus quelqu'un est expérimenté, plus il est autonome. Et c'est pas vrai. En fait, quand on recrute quelqu'un, que la personne elle ait 20 ans d'expérience ou qu'elle sorte de l'école, le temps que je passe ou qu'on passe, nous, à la former est exactement le même. Pas sur le même sujet, mais c'est pareil. Parce que quelqu'un qui est expérimenté, il est expérimenté dans un contexte, pas dans le contexte de ton entreprise avec ton ADN, ton fonctionnement, ta culture, etc. Et donc en fait, il y a des choses qu'il faut aussi transmettre. Après, quand tu as des gens qui sont autonomes dans ton entreprise, qu'ils soient expérimentés ou pas expérimentés, c'est pas le problème.
tu n'as pas besoin d'autant de temps. Donc pour revenir à ta question, c'est sûr qu'il y a besoin d'avoir des organisations dans lesquelles il faut au moins pouvoir gérer 5, 6, 7 personnes. Je reste persuadé que toutes les startups qui ont mis ça en place, dès qu'elles arrivent à 200, 300 personnes, se rendent compte que ça devient très compliqué parce qu'en fait, tu ne peux plus gérer l'exception. Et ce qui était possible jusqu'à 200 personnes et qui marche, quand tu as 800 personnes, c'est plus possible. C'est malheureusement impossible. Tu as quelques boîtes comme ça qui ont essayé d'ailleurs de dire « Ok, on affiche les salaires de tout le monde partout, tout le temps. Ils sont publics. » Je crois, mais je me trompe peut-être, ça m'intéresse, je crois qu'à une certaine taille, ce n'est juste malheureusement plus possible. Et ça ne veut pas dire que l'entreprise ne peut pas être transparente. C'est deux choses différentes. Mais qu'il y a un niveau de transparence qui à un moment deviendra contre-productif. En fait, l'idée c'est quoi ? C'est de dire, et c'est une bonne idée, c'est-à-dire que la transparence, c'est de dire « J'assume parfaitement le fait que toi, David, que j'ai recruté, je vais te payer plus cher que Michel ou Laurent qui est à côté, ou Constance, ou je sais pas qui, parce que je sais le justifier. » Et c'est vrai, tu sais le justifier. Toi, tu sais le justifier en tant que dirigeant. Ton comité de direction sait le justifier. Le problème, c'est à quel moment et jusqu'à quand tu vas arriver à avoir des équipes qui vont arriver à justifier ce genre de choses avec des gens qui n'ont jamais vu ni la vie d'Adam. Et je pense que c'est très compliqué à gérer. Et par ailleurs, tu peux pas gérer les exceptions. Les règles, elles sont faites pour avoir des exceptions. Toujours. Je connais pas d'entreprise qui a mis des règles qu'elle applique à la virgule près tout le temps. C'est juste pas possible. Mais encore une fois, je pense que ça marche très bien jusqu'à 200, 300, 400 personnes dans un même lieu. Et donc toi, du coup, dans les startups dans lesquelles tu investis, si tu avais, sachant qu'ils ont c'est eux qui gèrent leur boîte, mais si toi, tu avais un conseil, tu leur conseillerais de 0 à 400 de le mettre en place ? Non. Tu leur conseillerais pas de le mettre en place ? Non, je le conseillerais pas pour une raison toute bête, c'est que à une époque, il y avait une pub, Play School, qui disait « Tout se joue à l'âge Play School ». Et donc, c'était pour dire que l'éducation d'un enfant, elle se fait entre 0 et 3 ans, quoi. Pour une startup, c'est pareil. En fait, on se rend pas compte à quel point, quand tu as ton entreprise, tout ce que tu mets au départ de l'entreprise va perdurer dans l'entreprise. On n'imagine même pas à quel point. C'est vraiment frappant. Jusqu'à un moment où ça peut dériver. J'ai un exemple qui est super intéressant. L'indépendance, chez nous, c'est une valeur cardinale. C'est une des raisons pour laquelle j'ai monté Mantou. Qu'est-ce que ça voulait dire ? Ça voulait dire on ne veut pas dépendre d'un fonds de venture, d'un private equity ou de la bourse pour déterminer le futur de l'entreprise et le futur des équipes qui y travaillent. Attends, juste pour savoir, vous avez des investisseurs actuellement ? Non, on a bootstrappé avec 40 000 euros. Hein. Waouh, c'est incroyable. C'est du bootstrapping, point. On a démarré à 40 000 euros, on n'a jamais levé un seul centime. Et aujourd'hui, le capital est détenu par les fondateurs, plus 30% du capital qui est détenu par les équipes qui travaillent. C'est tout. D'accord. On est resté indépendant. Mais donc cette indépendance, elle est vraiment au cœur de l'entreprise. Et aujourd'hui, depuis, je sais pas, 3, 4, 5 ans, il y a des gens, tu leur poses la question, c'est devenu tellement naturel l'indépendance dans la boîte, que les gens te disent non mais l'indépendance, c'est parce qu'en fait, on veut que les gens, ils travaillent tout seuls dans leur coin, en autonomie, en indépendance. Mais non, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Et donc tu vois, là où j'en viens, c'est que ce que tu mets dans une entreprise au début, ça va rester longtemps. Alors à un moment, après, il faut le retravailler, c'est comme les assiettes chinoises, tu es obligé de revenir là-dessus. Et l'indépendance, on doit revenir sur ce sujet-là. Non, c'est pas d'avoir des gens qui travaillent tout seuls dans un coin, c'est bien d'avoir des gens qui sont dans un schéma où on veut que l'entreprise, elle reste indépendante. Donc tout ça pour dire que dans le démarrage d'une entreprise, tu as beaucoup de choses que tu vas devoir, qui vont être mis en place, qui vont durer longtemps. Par exemple, pour les startups, on pose souvent la question du scaling. Évidemment, comme on a scalé dans 60 pays extrêmement rapidement, je crois qu'on a fait 50 pays en 10 ans, tu vois. Donc on a scalé vraiment très très vite. Les gens nous disent, là-dessus, il y a un vrai savoir-faire. Et donc tu poses la question, les gens te posent la question en disant comment il faut que je fasse. Et je dis, la première chose, c'est d'apprendre depuis le day one à travailler en remote, en distance. Et souvent on me dit, non mais ça c'est pas possible. Avec le Covid, maintenant c'est plus intégré. Ah ouais. Mais même comme ça. Et les gens te disent non, c'est pas possible, il faut qu'on soit tous au même endroit pour que les 15, 20, 30 premiers, on ait la culture d'entreprise et qu'on soit tous unis et soudés. Et en fait, le problème, c'est que si tu apprends à travailler comme ça, tu n'apprends pas à travailler à distance. Et pour travailler à distance, tu es obligé d'apprendre à travailler à distance. Nous, depuis le premier jour, on travaille à distance. Alors, pas complètement, évidemment. Et c'est ce qui a été extrêmement fondateur dans l'entreprise parce qu'on a mis en place des outils, par exemple, alors c'était en 2007, c'était il y a un moment, mais qui permettaient de travailler à distance. Parce que tu n'as pas le choix, parce que tu te rends compte que tu peux pas être au même endroit. Et donc en fait, tu apprends un mode collaboratif, tu apprends à travailler à distance, tu apprends le management à distance, qui est un management extrêmement compliqué. Tu aurais des choses qui marchent bien pour renforcer, améliorer le management, la culture quand tu es en remote? Je te dirais d'avoir un réseau social d'entreprise qui permette d'avoir ton univers et ton espace de collaboration, quel qu'il soit. Hein. Et il faut qu'il ait quoi comme features, entre guillemets? Je crois que vous avez un outil interne, c'est ça? On a un outil interne, mais qui ressemble à des Yammer, Workplace ou autres, par exemple. C'est les mêmes mécaniques, en fait, qui permet de l'échange, la collaboration, le partage.
Est-ce qu'un Slack pour toi suffirait pas? Je pense pas. Nous, on utilise Teams, par exemple. Teams ne suffirait pas. Il manquerait quelque chose. Il manquerait quoi, du coup? Il manquerait l'aspect groupe, partage, collaboration, de choses qui sont pas forcément professionnelles. Après, c'est une académie de la formation. Un LMS, un Learning Management System. Et ça, c'est un truc super intéressant. Tu en parlais juste avant quand tu disais justement qu'un des facteurs pour passer les étapes, donc de 50, 50, 80, 80, 200, tu parlais de justement la formation en interne. Un des trucs sur lesquels j'ai bossé il y a 2 ans, c'est de systématiser, de structurer, de documenter toutes nos bonnes pratiques. Là, je vois, on a, je sais pas, documenté peut-être 1000 process. C'est top, ça apporte. Maintenant, l'enjeu, c'est que ils soient utilisés, ils soient pédagogiques, les process. Tu as une vision là-dessus de comment créer la bonne académie interne, en fait? Normalement, si le coaching est bien fait dans l'entreprise, celui qui va former la personne, c'est son manager. Donc si demain tu recrutes toi quelqu'un qui va prendre une partie de ton travail, c'est toi qui vas lui expliquer que le micro, il faut l'avoir comme ça, que derrière tu vas le bouger comme ça, tu vas lui expliquer que quand tu fais ton interview, tu la prépares en faisant ça, 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 ça. C'est-à-dire que toi, tu vas quand même lui transmettre une partie de ton savoir. Parce que tu peux pas le laisser juste aller lui regarder un document, sinon il va sur Google, il n'a pas besoin de toi. Donc c'est là où c'est compliqué, c'est de trouver cet équilibre entre la matière première que tu vas pouvoir formaliser, parce qu'à un moment ton savoir, d'autres seront meilleurs que toi, et puis le fait quand même que tu dois transmettre et coacher quelqu'un. Donc il faut trouver à mon sens un mode dans lequel tu trouves l'équilibre entre le coaching, et qui est la transmission et l'aide d'un individu avec un autre, et le savoir de la collectivité, qui va permettre à cet individu que tu coaches d'être non seulement meilleur que toi, mais aussi meilleur que tous les autres qui ont déjà été avant lui. Et donc, c'est cet équilibre qu'il faut trouver. Quant au format, ça dépend. Je vais te prendre un exemple très concret. Les podcasts, c'est un format qui, moi, me correspond. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je fais beaucoup de sport et quand je fais du vélo, j'écoute des podcasts. Une vidéo YouTube, j'ai un peu plus de mal à l'écouter en faisant du vélo. C'est un format qui, pour moi, est plus compliqué. À l'inverse, t'as des gens, l'audio, ça leur parle pas. Ils ont besoin d'écrit. Donc, chaque personne, là encore, on revient sur l'individualisation. Chaque personne a besoin de quelque chose, et en fait, il faut réfléchir à qu'est-ce qui va être la bonne façon de le diffuser auprès des gens. Il n'y a pas une réponse unique. Donc, j'aurais tendance à dire, et je peux pas te répondre où est-ce qu'on en est chez nous, que le bon LMS, il va adresser plusieurs types de formats. Tu vas avoir de l'e-learning avec du contenu que tu vas faire avant, des quiz, etc. Tu peux avoir des procédures qui sont écrites, tu peux avoir des vidéos, tu peux avoir des petits podcasts. Enfin, il faut plusieurs outils pour répondre aux individus. Typiquement dans des phases entre 50 et 200, à quel point tu dirais, tiens, c'est stratégique, encore une fois, c'est ta vision d'investir dans de la formation externe pour les équipes? On le fait de temps en temps quand on n'a pas la compétence pour être capable de le faire nous-mêmes. Et on a souvent quelque chose où on va nous internaliser parce qu'on industrialise. Je te prends un exemple, un test 360 degrés, on les fait nous-mêmes aujourd'hui. Des tests de type Success Insight, tu sais, tests de personnalité qui te permettent d'identifier... même si c'est caricatural, c'est quelque chose qui est assez utile pour comprendre finalement qui tu es, comment marche l'autre et les canaux de communication pour s'adapter. Donc un Success Insight, par exemple, on le fait aujourd'hui nous-mêmes en interne, un test équivalent. Donc on va plus chercher à l'externe. C'est proche du MBTI? C'est le même principe, c'est les mêmes logiques. Nous, on fait un métier de l'ombre. C'est un métier qui est pas très valorisé, alors que pourtant c'est un métier qui est génial, parce que c'est un métier de l'ombre. Dans le monde, 35% de l'innovation, de la recherche, de l'ingénierie dans une entreprise n'est pas fait par l'entreprise elle-même. Il est sous-traité à des boîtes de conseil et des entreprises de services. Et d'ailleurs, vous travaillez en Formule 1, je crois aussi. On travaille aussi en Formule 1, on travaille à peu près dans tous les secteurs d'activité. On a pu travailler par exemple sur ton téléphone ici, qui est téléphone mobile, sur la réduction des composés électroniques pour qu'ils chauffent moins, de façon à ce que ça consomme moins. Et qu'est-ce qui fait qu'ils passent par vous plutôt que d'internaliser? Alors, pour plusieurs raisons. C'est que aujourd'hui, on est dans un monde où le cycle de vie des produits s'est considérablement réduit. Et donc, quand tu veux innover, tu as deux volets. Tu as un volet technologique et puis tu as un volet humain organisationnel. Déjà, quand tu veux innover, c'est très difficile de le faire en interne. Tu connais l'histoire de Kodak, l'appareil photo numérique? Voilà le bon exemple. En 75, je crois, donc un an après que je naisse, tu as un ingénieur chez Kodak qui invente l'appareil photo numérique, qui le présente à ses équipes, qui le présente à son management qui répond, nous, notre métier, c'est de faire des pellicules. Donc voilà comment ils auraient pu avoir 20 ans d'avance. Kodak a déposé le bilan il y a 2 ans. C'est un bon exemple. Donc c'est très difficile d'aller réinventer à l'intérieur d'une même entreprise. Donc ça, c'est déjà un premier facteur, c'est que le fait d'être externe facilite ce brassage ici. Le deuxième est technologique. Aujourd'hui, le time to market s'est réduit. Donc ça veut dire que tu vas sortir un produit en 18 mois, là où tu le sortais avant en 7 ans. L'exemple d'une voiture, avant c'était 7 ans, aujourd'hui c'est 18 mois. Donc 18 mois, ça part de la conception. Début jusqu'à la vente. Pour faire ça, ça veut dire que tu as besoin d'aller beaucoup plus vite. Donc tu vas devoir mobiliser des équipes conséquentes sur une période de temps très courte
Et donc, tu vas devoir agréger des équipes pour un projet. Ça ne correspond pas forcément au pool de ressources que tu as dans ton entreprise. Donc, tu as besoin d'agencer ça. C'est comme du cloud. Pourquoi tu fais du cloud ? Tu fais du cloud parce que tu vas pouvoir agréger ça pour répondre aux besoins. Et donc, pendant le Black Friday, tu as besoin d'une bande passante monstrueuse. Le reste du temps, tu n'en as pas besoin. Pareil, dans les produits, il y a des produits pour lesquels tu as besoin d'une bande passante à l'instant T, tu n'en as pas besoin pour le reste. Et puis ensuite, tu as le brassage technologique. On a aidé un de nos clients, qui était une entreprise dans la grande distribution, à identifier des startups à acheter, à négocier le rachat et à travailler sur l'intégration de ces startups. Et donc, ils voulaient acheter des startups dans le domaine du paiement et du micro-paiement. Quand tu fais quelque chose comme ça, du coup, tu as bien besoin de mettre en place une équipe qui n'a pas du tout les mêmes compétences que les équipes qui sont en place. Ils n'ont pas pour autant la nécessité d'aller recruter ce genre d'équipe. Prenons aujourd'hui Apple ou Google. Est-ce que c'est de l'informatique ? Est-ce que c'est l'électronique ? Est-ce que c'est un vendeur de services ? Est-ce que c'est un vendeur de voitures ? Quand ils font une voiture, c'est quoi ? Est-ce que c'est un éditeur logiciel ? En fait, tout a tellement convergé aujourd'hui, que ce soit les technologies, les métiers, les usages, qu'en fait, tu as besoin d'équipes totalement pluridisciplinaires et que c'est très difficile de l'avoir au sein même d'une même entreprise. Tu peux pas, c'est pas possible. Et d'ailleurs, je crois que plus le temps va aller, plus on aura une entreprise qui, quelque part, si tu veux, va concevoir un produit, un service qui révolutionne un usage et va assembler des compétences diverses et variées, de projets, d'équipes, de technologies, pour aller réaliser cet objectif-là. C'est un peu ce qui se passe. Apple ne fabrique pas ses iPhones, hein. C'est Foxconn qui les fabrique. D'autant plus que la technologie va arriver et va automatiser des tâches à faible valeur ajoutée. Et donc, tu vas avoir un mix entre de la robotisation, de l'intelligence artificielle, de la technologie que tu vas acheter à un endroit ou à un autre. Aujourd'hui, par exemple, quand tu fais de la reconnaissance de texte sur une application mobile pour faire une note de frais. Avant, tu développais ton propre OCR. L'OCR, c'est le Optical Character Recognition, donc le système de reconnaissance des caractères. Aujourd'hui, tu vas acheter ou tu prends une technologie avec une API qui te fait ça et le fera beaucoup mieux. Et donc, tu vois bien que tu agrèges des blocs. Le service ou la compétence que tu peux apporter, c'est aussi ça, c'est aussi la capacité à les agréger. Et donc, nous, c'est ce qu'on fait. C'est la capacité, justement, à apporter au client le fait de pouvoir lui agréger l'accès à de la compétence sous toutes ses formes. Et dans tous les pays où on opère. Et vos clients, c'est quelle taille ? En grande majorité, c'est des grandes entreprises ou des entreprises qui sont des leaders dans leur secteur, qui ont besoin de se transformer. Et ça va commencer par la raison d'être. On a travaillé, par exemple, récemment pour définir la raison d'être d'Orange, avec Women, qui est l'entreprise chez nous qui s'occupe de ça. Là où ça joue aujourd'hui, ce qui n'était pas vrai avant, c'est que pendant longtemps, on n'a ressemblé à rien. Parce qu'on était sur plein de pays, on était tout petit un peu partout, avec une stratégie qui était assez différente de ce que tout le monde faisait. Et donc, c'était plutôt, on comprend pas. Quand tu commences à passer 1 milliard de chiffre d'affaires sur 60 pays, tu as quand même une bonne démonstration qu'il y a quand même un modèle qui marche. Comme en plus, on s'est pas mal transformé nous-mêmes, pour les clients, c'est intéressant, c'est d'échanger sur OK, qu'est-ce que vous avez fait et comment vous pouvez m'aider à transformer ? Parce que globalement, si je le fais très simple, dans le monde du conseil du service, tout le monde aide son client à la transformation. La question, c'est combien on en fait pour eux-mêmes ? Et donc, qu'est-ce que tu incarnes vraiment ? Si les équipes me demandent d'aller voir un client, quand on parle de transfo, quand on parle de digital, quand on parle de remote working, ça fait 15 ans que c'est comme ça chez nous. Quand on parle de réinventer les usages dans son entreprise, on l'a fait pour nous-mêmes. Fais de la place dans ton agenda. Business Tribe organise son premier événement business en live, The Game. The Game a été pensé pour les entrepreneurs sérieux et ambitieux qui aujourd'hui rencontrent des challenges de croissance et de scale et qui veulent avoir les stratégies pour créer une boîte performante qui dure dans le temps. The Game, c'est 3 jours pendant lesquels tu vas profiter de l'intervention d'entrepreneurs qui cartonnent, connecter et brainstormer avec des personnes ambitieuses et brillantes, avec qui signer de nouveaux deals et repartir avec des idées qui vont transformer la face de ton business. Si cet événement t'intéresse, clique sur l'onglet Informations juste en haut à droite de l'écran. Et maintenant, place à la suite de la vidéo. Qu'est-ce que tu réponds à une boîte qui te dit « j'hésite entre vous et Capgemini » par exemple ? Je dirais que l'industrie du conseil déjà en France est très forte puisqu'elle a démarré en France. Ce qui explique aussi que beaucoup d'acteurs sont français, puisque c'est Capgemini qui a inventé le métier du conseil en informatique, en France. Et je leur dirais juste que on va pas répondre forcément aux mêmes nécessités à l'instant T. Il y a des choses que Capgemini fait qu'on ne sera pas capable de faire, et il y a beaucoup de choses qu'on sait faire qui ne seront pas forcément capables de faire non plus. Sans rentrer dans Capgemini ou autre, on a un contrat qu'on a gagné avec un client dans le domaine de la fourniture d'informations financières, qui avait besoin qu'on l'accompagne dans 26 pays. On était en face de Hewlett-Packard, Accenture. On a gagné parce qu'on était les seuls capables de le faire dans 26 pays. On va couvrir la transformation technologique et digitale. On va aller couvrir les problématiques de future of work, de l'organisation du travail. On va être capable d'accompagner les clients sur la façon dont ils connectent en marketing digital avec leur environnement. On va être capable de les accompagner ensuite dans l'exécution. On est capable d'avoir une plateforme SaaS qui leur permet d'accéder aux compétences sous forme de marketplace. Donc que vous avez développé vous ? Qui est effectivement un produit qu'on a nous. C'est à la fois une marketplace et un SaaS.
que nos clients peuvent installer, qui s'appelle Little Big Connection. Le client peut aller contractualiser en disant voilà, j'ai besoin d'une intervention, et il peut aller contractualiser avec l'ensemble des freelances, l'ensemble des marketplaces et l'ensemble des boîtes de conseil. Ça lui sert de portail, de gestion de ses sous-traitants. Et comme 35% d'une entreprise, c'est de la sous-traitance, tu vois que c'est un vrai sujet qui n'était pas forcément adressé. C'est ce qui explique qu'on scale très fort là-dessus. Et donc, on va avoir une offre de service qui est extrêmement large, avec une taille qui n'est pas comparable. Et donc forcément, on a une agilité pour certains types de projets, qui non seulement fait que l'offre de service est celle d'une multinationale qui ferait 300 000 personnes dans le conseil ou le service, même si évidemment on ne fait pas partout toujours bien, on ne peut pas tout faire. Demain on me demanderait de déployer un projet où il faut mettre 1000 personnes d'un coup, ça serait malhonnête de dire qu'on va être capable de le faire. En revanche, si demain tu nous dis, comme on l'a fait avec un opérateur télécom ici, on leur a monté une équipe en Tunisie d'une centaine de personnes en, je crois, 9 mois, ça on sait faire. Il n'y a pas beaucoup qui vont être capables de le faire aussi vite, en partant de zéro. Vous êtes plus dans l'agilité et la vitesse que le mammouth, quoi. On a la chance de ne pas avoir les lourdeurs d'un legacy. Il y a quelque chose que je trouvais extrêmement intéressant. On allait chercher les compétences 3G quand on déployait la 3G pour des clients en Europe. On allait chercher au Mexique. Parce qu'en fait, c'était le premier pays à les implanter dans le monde, puisqu'ils n'avaient rien avant. Au Vietnam, dans le delta du Mekong, tu captes mieux que dans la majorité de la campagne française. Moi, j'habite en Haute-Savoie. Ils me déploient la fibre dans 6 mois. J'ai pas la fibre. C'est hallucinant. C'est quoi aujourd'hui, là, dans ton quotidien qui t'inspire le plus ? Je te dirais qu'en fait, c'est à peu près la même chose que quand on a démarré, en fait. C'est les gens avec qui tu bosses. Moi, il n'y a rien que je trouve plus excitant que d'arriver à prendre des jeunes, à prendre des talents, et puis tu leur donnes, tu vois, le goût de l'entreprendre, de l'entrepreneuriat, l'esprit d'entreprendre, tu leur donnes l'autonomie, et de les voir évoluer, c'est extrêmement gratifiant. Il y a un côté, tu vois, transmission, formation. Et quand je vois aujourd'hui, j'ai plein d'aventures ou d'histoires comme ça que je raconte, qui sont des gens dans nos équipes. Tu vois, par exemple, on a une fille qui s'appelle Constance Névoré, qui a 31, je crois, qui vient d'avoir son deuxième enfant hier, bravo, qui s'appelle Alban. Et Constance, en fait, c'est quelqu'un qui travaille chez nous depuis peut-être 7 ans. Elle est à la sortie de l'école. Elle est partie au Canada. Elle nous a monté tout le Canada, qui doit maintenant représenter peut-être 200 personnes, sans connaître le Canada, sans rien. Et là, aujourd'hui, c'est la CEO de Little Big Connection, qui est une des marques qu'on a au sein de Manitou. C'est des marques que tu as créées ou que tu as rachetées ? Alors celle-là, c'est intéressant parce que normalement, la croissance qu'on a fait, c'est une croissance qui est essentiellement organique. Je crois qu'on a dû acheter pour à peu près environ 200 personnes sur les 7000. Donc tu vois, ça reste anecdotique par rapport au total. Et celle-là, c'est une start-up qu'on a achetée il y a 5 ans. Ils avaient une personne dedans, 200 000 euros de chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, c'est une société qui fera un peu plus de 200 millions de chiffre d'affaires cette année. Et donc elle a la tête de ça. Et elle dirige ça. C'est quand tu vois ce genre de parcours, où et j'en ai plein comme ça, tu te dis, j'ai l'impression que je sers à quelque chose, j'ai fait mon travail, j'ai fait évoluer des gens, j'ai l'impression d'avoir eu un impact sur eux, de les faire changer, en dehors de l'impact que l'entreprise peut avoir, tu vois, sur le monde dans lequel on vit, même si on fait un métier de l'ombre, c'est kiffant. Raconte-moi un des moments qui t'a le plus ému, touché. C'est l'année dernière, avec le Covid. Parce qu'en fait, c'est quand t'as des situations de crise que tu te rends compte que t'as des gens hallucinants chez toi, quoi. Et c'est génial. C'est une situation qu'évidemment on aurait préféré pas vivre tous, mais c'est dans ces moments-là, en fait, quand c'est plus difficile, c'est là où tu te rends compte que t'as des équipes qui sont juste hallucinantes. On a connu le confinement le 16 janvier à Wuhan. On avait 44 personnes là-bas, et le confinement, on a dû en sortir le 22 mars, alors que le confinement en France a démarré le 16 mars, tu vois. Donc on est sorti du confinement à peu près à Wuhan au moment où on démarrait ici. Donc nous, on l'a vu venir le truc quand même bien comme il faut, on l'a vécu. Merci Jean-François qui est le DG du groupe et mon associé parce que il était avec Julien Caille et toutes les équipes en Chine, Yana, etc. Qui c'était un enfer parce que c'était l'inconnu complet, quoi. L'inconnu complet, et c'était vraiment très difficile. Quand tu vois la réaction qu'on a eue dans les 60 pays et que tu dis en fait, j'ai pas fait grand chose et tout le monde se met en ordre de bataille, en ordre de marche, c'est génial. Et tu vois, tu fais juste toi un petit speech pour expliquer aux équipes que c'est la 3e crise que moi je vis comme dirigeant. Moi, j'ai vécu la crise de 2001, l'éclatement de la bulle Internet, qui était extrêmement violent. Ensuite, je crée Amaris en 2007. Là, la crise des subprimes. Donc, si tu veux, les crises, c'est ma 3e en tant que dirigeant d'entreprise. Mais par contre, du coup, tu vois les codes. Tu sais qu'il faut réagir ultra vite. Tu sais que le cash, c'est critique. Et tu sais que ça sera pire que ce que tu imagines. Et c'est mis en place une organisation, une équipe, des équipes, etc., qui bossent ensemble, la solidarité, etc. Enfin, c'était impressionnant. Ça, c'est, pour un dirigeant, c'est juste magique parce que tu dis, ok, quelque part, j'ai l'impression d'avoir fait mon job, quoi. Voilà. Pour le coup, c'est assez incroyable. Et puis, c'est là où tu vois les valeurs de l'entreprise, en fait.
Les gens se sont tous battus ensemble, avec des comportements qui étaient incroyables. T'as des gens, dans certains pays, je crois que c'était au Sénégal, qui proposaient d'abandonner un jour de salaire pour que ça serve à quelqu'un d'autre ailleurs. Enfin, c'était complètement incroyable, quoi. C'est là où tu vois tous les comportements. On a mis un programme qui s'appelle We Care pour aider une partie de gens qui étaient en difficulté et leur famille. Et en fait, c'est là où tu te rends compte ce qui porte la communauté que t'as dans ta boîte, quoi. C'est génial. Enfin, pour ça, c'est génial. Encore une fois, je suis désolé de dire un truc pareil parce qu'on a une crise qui a fait des drames de partout, y compris chez nous par ailleurs. Mais de ce point de vue-là, en tant qu'entrepreneur, c'est dans ces moments-là que tu te dis, ok, j'ai une sacrée boîte, quoi. J'ai des gens incroyables. C'est beau en tout cas d'entendre ça déjà. Ça fait partie des kiffs. Après, les grands kiffs, c'est quand tu promeus quelqu'un que t'as fait grandir. Et ça, c'est génial, quoi. Et c'est quoi qui te touche là-dedans? Ça peut être mon CFO, par exemple. Mon CFO, directeur financier, il a 31 ou 32 ans. Il a démarré chez nous, il avait 2 ans d'expérience. Et tu vois, il avait gagné, alors c'est pas lui parce que c'est l'équipe, mais il avait gagné le prix du meilleur CFO de moins 40 ans à 29 ans. Il n'y avait pas de catégorie moins de 30 ans, ça n'existait pas. C'est un concours, enfin c'est un classement. C'était en France, un classement, tu vois, des CFO. Et donc il avait gagné le prix meilleur CFO de moins de 40 ans en France. Il n'y avait pas de catégorie moins de 30 ans, ça n'existait pas. Et ben moi je suis hyper fier de ça en me disant, c'est cool. J'ai l'impression d'avoir, tu vois, servi à quelque chose. Constance, dont je te parlais tout à l'heure, c'est Jean-François, mon associé, qui l'a recruté, qui l'a formé. Et je peux t'en citer comme ça. Je peux te citer plein de gens qui sont chez nous dans plein de pays, qui sont incroyables. On a une personne qui s'appelle Lyra, qui est albanaise, qui est au Canada. On a Julie Malouin qui s'occupe de l'innovation, qui est incroyable. Et je vais en oublier des dizaines et des dizaines, et donc ça va m'énerver, ils vont vouloir. Mais tous ceux qui verront la vidéo, c'est dans l'ADN, essayer de capter des gens qui sont brillants, jeunes, essayer de leur donner un potentiel pour aller s'exprimer. C'est quoi le ratio? Tu as l'air de beaucoup recruter justement des jeunes. 31 ans grosso modo aujourd'hui. Et justement parce que Loïc Soubéran qui disait que dans sa première boîte il avait recruté beaucoup de jeunes et que dans sa deuxième là qui est Swile, il disait que finalement pour lui ça avait été une erreur de recruter trop de jeunes et que il préférait maintenant dès le début avoir recruté plutôt des seniors. C'est quoi ta vision entre aller chercher des jeunes qui sortent de l'école ou des personnes qui ont 10 ans par exemple d'expérience? Je suis pas dogmatique sur le sujet. En revanche, quand tu regardes Loïc, qui est le patron de Swile, qui est un très bon entrepreneur, il est la démonstration exacte du fait que tu peux prendre quelqu'un de jeune à partir du moment où il est brillant et bien coaché et qui devient quelqu'un qui est très bon. En fait, quand on prend des gens qui sont jeunes, ce qui est génial, et c'est ce que moi j'ai aimé, et c'est ce que j'aime retransmettre aussi, c'est qu'en fait, tout est possible. Quand tu donnes de la confiance et que tu formes les gens, tout est possible. Ils arrivent à réaliser des choses incroyables. Je dis mais c'est plus mon cas aujourd'hui parce que je suis plus tout jeune. Mais tu peux arriver à faire des choses qui sont incroyables parce que t'as pas de limite en fait. Tu te poses pas de questions. T'as pas de référentiel. Tu vas pas expliquer pourquoi c'est pas possible. Pour réinventer quelque chose, tu vois, il faut vraiment avoir ce côté où tu vas pouvoir avoir ça. Ce qui est important, c'est d'avoir aussi de l'expérience. Tu vois, on est en train de recruter quelqu'un chez nous qui a 55 ans. Et c'est bien parce que ça va justement permettre d'avoir, tu vois, du mix. De façon générale, c'est une question de diversité. Il faut pas être dogmatique en disant il faut que des jeunes, que des hommes, que des femmes, que des Français, que des Asiatiques. C'est une question de diversité. En revanche, quand tu veux aller réinventer les choses, faire ce qu'on veut, je crois que j'ai plus les chiffres en tête, mais je crois que c'est 75% de la population active mondiale aura entre 15 et 39 ans dans 5 ans. Et donc si tu veux avoir une entreprise qui soit capable de s'adapter à l'image du monde de ce qui est aujourd'hui, c'est pas moi. Je suis trop vieux. J'ai 46 ans, je suis trop vieux, c'est comme ça. C'est la vie. C'est pas grave. Et donc, ce qui est important, c'est pas finalement l'âge. Tu peux recruter quelqu'un qui a 50 ans et qui est absolument jeune dans sa tête, dans son état d'esprit, dans ses réflexions, dans sa capacité de voir le monde. Et à l'inverse, tu peux avoir des gens qui sortent de l'école et qui sont jeunes et qui sont déjà pleins de préjugés, de principes, etc. Pour moi, c'est plus la personnalité que tu vas chercher derrière qui est importante. Qu'est-ce que tu vas chercher? Qu'est-ce que tu vas regarder? Et spécialement chez un jeune où il y a moins de parcours professionnel pour te dire ça c'est un jeune, il en veut, il va apprendre vite, il va être motivé. Comment tu assesses ça en fait? Qu'est-ce que tu regardes? Déjà, c'est comme de tout, c'est une question d'entraînement. C'est que plus tu vois des gens en entretien, plus tu vas être capable d'identifier un certain nombre de schémas, de choses. Voilà, donc il n'y a pas de mystère. Moi, je considère que pour faire du recrutement qualitatif, tu es obligé d'avoir du quantitatif, donc de faire du volume. Pour le coup, c'est une question d'entraînement comme tout, hein. Comme quand tu fais du sport, avant de faire ce que fait Zidane ou Ronaldo, tu vas faire 200 000 jongles, c'est pas très drôle, mais c'est comme ça. Donc, question d'entraînement. Ensuite, c'est quelque chose qui se voit. Tu vois les gens qui ont les yeux qui brillent, les gens qui sont smart, qui ont envie de quelque chose, qui ont une façon de penser là-dedans. Après, tu as le parcours, qui est forcément... Le parcours, c'est la question de la cohérence du parcours. Je vais prendre 2 exemples complètement opposés.
Tu peux avoir des gens qui ont fait un parcours avec un parcours d'excellence, avec un très bon lycée, une prépa d'ingénieur ou d'école de commerce, on s'en moque, avec des très bonnes notes, qui a intégré une des meilleures écoles de France ou du monde. Et puis tu as quelqu'un qui n'a pas de diplôme. La question, c'est pas est-ce que l'un est mieux que l'autre. La question, c'est qu'est-ce qui a conduit au parcours. Celui qui n'a pas de diplôme, si il a droppé l'école parce que il avait envie de faire autre chose, ou parce qu'en fait il s'est occupé, comme je l'ai vu à l'île Maurice il y a pas très longtemps, un gamin de 18 ans qui est brillant, il a dû arrêter l'école parce que ses parents n'avaient pas les moyens de lui payer l'école à l'île Maurice. Mais ça se voit que ce gamin, il carbure super vite. Donc il y a une raison qui explique son parcours là. Tu vas les chercher où du coup ces jeunes? J'ai vu que vous aviez des événements en contact avec des écoles. C'est comment en fait le process pour arriver à identifier, à les identifier, à les toucher? Alors bah oui, t'as une partie qui est de la génération de notoriété en allant faire des relations avec les écoles, des partenariats universités, des partenariats comme ça. Donc ça c'est un premier point. Après t'as une partie de screening, tout simplement sur les réseaux sociaux, sur les plateformes pour aller capter des bons CV. On est dans une ère avec les réseaux sociaux où justement la création de ta marque employeur c'est quelque chose de déterminant. Justement dans cette idée de me dire bon David, cette fois mets de la valeur sur le recrutement. On a travaillé à la fois pour nous, mais c'est aussi pour l'extérieur, bien clarifier nos valeurs, notre mission, notre vision. On a travaillé une page qui définit la boîte. Parce qu'effectivement, je pense que les deux extrêmes, on est conscient que c'est pas bon. C'est-à-dire à l'extrême de, bon, bah, tu montres que ce qui va pas, ça serait comme dire bon. à une copine que tu rencontres. Je suis fantastique, je n'ai pas de défaut. Voilà, c'est ça, j'ai aucun défaut. C'est pas possible. Comment justement tu arbitres dans, j'ai besoin d'être attractif. Et en même temps, j'ai besoin de donner aussi un morceau de la vérité parce que je veux des gens pour qui cette vérité va les attirer. C'est exactement comme quand tu vends les services de ton entreprise, tu vends quelque chose auquel tu crois, qui est réel. Tu connais l'histoire du parfum Bic ? Non. C'est une histoire qui est super intéressante qu'on voyait en école de commerce il y a longtemps, où en fait, dans les années 95, je crois, Bic s'est dit tiens, on va lancer un parfum. Bic, tu vois, c'est les briquets jetables, c'est les planches à voile. Et il lance un parfum qui était un parfum packagé dans un espèce de briquet, quoi, et distribué dans les réseaux de distribution de bureaux de tabac et autres. Ça a fait un flop, t'en as jamais entendu parler. Pourquoi ? En test aveugle, c'est un des parfums préférés des femmes au monde. Mais par contre, tu achètes pas un parfum avec l'emballage d'un briquet. C'est pas ce que tu cherches. Et donc, c'est quelque chose d'ailleurs que, en tant qu'ingénieur, parce que t'es ingénieur moi aussi, on pense que le produit va tout faire. Et c'est pas vrai. Tu peux avoir un bon produit, il fera pas tout. C'est important de vendre ton entreprise. C'est pas pour autant qu'il faut mentir. Exactement comme quand on fait du marketing, tu vas bien mettre en avant les qualités de ton entreprise sans mentir. Mais oui, c'est important. Ça fait partie de l'exercice ici. Il faut pas raconter n'importe quoi non plus. Parce que de toute façon, après, ça se heurte à la réalité. J'aime bien l'idée qu'en marketing, ça c'est un truc qui m'a beaucoup aidé en marketing, de modéliser finalement ce qui se passe en séduction avec le marketing et de comprendre que la bonne chose au mauvais moment est pas la bonne chose dans la séduction par exemple, et c'est valable en marketing, c'est-à-dire qu'il y a des étapes dans la relation que tu crées avec ton client. En fait, est-ce que c'est dès le début, je te donne voilà la vision, ou est-ce que c'est d'abord, je te présente plutôt ce qui est attractif et au fur et à mesure des entretiens et de la relation, je te présente les challenges? Pour moi, la question, c'est exactement comme quand tu vas vendre un service à un client. La première chose, c'est de l'écouter. C'est qu'est-ce que veut ton client. Ton entreprise, elle a plein de facettes. Elle a plein d'aspects. Elle a des choses qui vont intéresser quelqu'un et des choses qui vont intéresser d'autres personnes. Si je te prends un exemple chez nous, on a plus de 60 pays dans le monde. En termes de mobilité géographique, c'est quelque chose qui est plutôt sympathique. On a des gens qui, chez nous, ont déjà fait 5 bureaux dans 5 pays différents. Mon CFO, je crois qu'il a déjà fait Lyon, Paris, Genève. J'ai une personne qui a fait Barcelone, l'Afrique du Sud, le Vietnam, la France. Enfin, les gens bougent. Sauf que, imagine, toi, David, à Paris, je sais pas si t'habites à Paris, ta femme à Paris, t'as tes enfants ici, ton boulot ici. Tu t'en fous, en fait, de l'international, ça ne t'intéresse pas. Et c'est pas grave du tout. C'est pas gênant. Sauf que ça sert à rien que je te parle de mes 60 pays. Ça ne t'intéresse pas. Ce qui va plutôt t'intéresser, c'est le fait que on est une entreprise dans laquelle on donne énormément d'autonomie, de responsabilité aux gens et qu'on les met en situation de pouvoir s'épanouir là-dessus. Moi, je crois que le rôle d'une entreprise comme la nôtre, c'est de donner un work-life balance qui correspond aux attentes des différentes personnes. Et t'en as qui ont envie de travailler beaucoup parce que c'est une passion, et t'en as qui n'ont pas envie. Et le rôle de l'entreprise, c'est pas de dire c'est bien ou pas bien, c'est de donner le cadre pour que les deux personnes puissent avoir leur work-life balance sans pour autant que ça soit pénalisant. Je crois pas au work-life balance avec des règles pour tout le monde. Je crois à l'adaptation. Mais le recrutement, c'est pareil. Tu vas regarder finalement la personne que tu as en face de toi et tu vas regarder qu'est-ce qui, dans mon entreprise, lui correspond. Exactement comme quand tu as rencontré ta femme. Si elle aime le foot et la Formule 1, tu vas peut-être pouvoir lui expliquer que tu aimes le foot et la Formule 1. Mais il se trouve aussi que si elle aime Rodko
et Pollock, et que toi aussi t'aimes Rothko et Pollock, tu lui parleras plutôt de Rothko et de Pollock. Et c'est normal. Je te confirme, c'est ce que j'ai fait. Elle aime bien l'Australie. On a parlé beaucoup d'Australie. Voilà. Et ça t'empêche pas d'aimer aussi le Congo et elle non. C'est pas grave. Comment t'es en termes de prise de décision? C'est quoi? T'es rapide? Ça se passe comment en fait? Ouais, on est très rapide chez nous. Toi, à titre perso, comment tu prends tes décisions dans ta vie, dans ton business? À un moment, quand tu décides. Quand tu recrutes quelqu'un, tu décides, c'est ton acte managérial. C'est à toi de le faire. Je peux te raconter une histoire. On démarre en 2007. Arrive la crise des subprimes, Lehman Brothers. À l'époque, on devait avoir peut-être une centaine de personnes. Sur ces 100 personnes, on doit en avoir 60 qui intervenaient pour un client en Espagne dans le domaine des télécoms. Bravo, le truc à ne pas faire. Mais dont tu ne te rends pas compte parce qu'évidemment, tu fais la croissance et tu te rends pas compte que tu as 60% de ton business, les 40% en chiffre d'affaires, 60% en effectif, qui est au même endroit. Nous, énormément de difficultés depuis le début, on s'est jamais fait financer. Je parle pas de financement extérieur, je parle même des banques, on n'avait pas le droit de découvert, rien, pas de prêt, rien. La crise arrive, on commence à prendre cher et le client nous dit tous les projets s'arrêtent et donc vous avez tout le monde sur le carreau avec effet rétroactif et il nous dit ça en mars pour septembre. Donc tu te retrouves non seulement à avoir 60% de tes équipes qui n'ont plus de travail pour des projets et en même temps on te dit que tu ne seras pas payé d'ici derniers mois. On arrive en janvier 2009 et là on doit virer les salaires de la boîte et je crois que c'était à peu près 100 000 euros. La banque suisse nous appelle en disant il y a 1 000 euros de découvert, on peut pas vous les faire, donc c'est pas possible. Et donc ils te bloquent 100 000 euros de salaire pour 1 000 euros de découvert. Ça se passe comment ton processus interne pour vivre ça, le digérer, le gérer, te remettre à avancer? C'est quoi même les astuces que tu as? Est-ce que tu vas faire du sport? Enfin, c'est quoi ton modèle en fait? En tant qu'entrepreneur, tu portes la responsabilité des équipes qui t'ont fait confiance. Donc le premier truc qui drive, c'est comment je fais pour assurer le deal que j'ai qui est je recrute des gens et je t'assure que ta carrière dépendra que de tes compétences et ton évolution dépendra que de toi. Et que tu ne seras pas un jour licencié parce que la bourse a décidé qu'il fallait être licencié, ou tu ne seras pas licencié parce que j'ai merdé la gestion de la boîte et que j'ai plus d'argent pour te payer. De temps en temps, ça marche peut-être pas à 100%, mais globalement, je trouve que c'est un bon deal quand tu arrives à faire ça. Moi, en tout cas, c'est un truc qui me rend fier. Ça veut pas dire qu'on licenciera pas les gens. Quand tu te retrouves comme ça, t'as fait 2 ans que les banques te financent pas et t'as déjà acté le fait qu'on t'aiderait jamais, c'est comme ça, c'est la vie. C'est quand même excessivement frustrant. Donc t'es énervé, t'es frustré qu'on te manque en disant mais attendez, vous n'allez pas me bloquer 100 000 euros de virement pour 1000 francs de découvert quoi. Et donc tu dis bon ok, laisse tomber, qu'est-ce que je fais? Donc là, je commence à payer de ma poche. Donc là, j'apporte en compte courant pour payer les salaires. Et donc j'ai financé pas loin d'1 million, 1,5 million de pertes de l'entreprise. Qu'est-ce qui a débloqué la situation? On a fait ce qu'il fallait, on a retrouvé des projets, on a retrouvé des clients. J'ai démarré mon aventure entrepreneuriale en 2010, donc pour le coup après la crise. Oui. Et donc je n'ai jamais vécu, c'est ma première. C'est ta première, félicitations. C'est ma première crise. Tu veux dire quoi par imaginer que ça va être pire? On a tendance à sous-estimer quand il y a une crise et donc on prend des décisions souvent trop tard. C'est quoi ta vision de l'après-Covid là? Comment tu penses que ça va évoluer, l'impact sur l'économie? Ça a repensé les codes de l'entreprise de façon massive. Ça a eu une accélération massive. Évidemment la transformation digitale et technologique, mais au-delà de ça, je sais pas si tu as vu hier, au moment où on enregistre, la levée de bouclier chez Apple, parce que ils ont demandé à tout le monde de revenir 3 jours par semaine au bureau, et il y a un collectif qui dit nous on veut pas revenir 3 jours par semaine au bureau, ne nous imposez pas ça. Ça montre bien l'évolution massive de la société. Et au-delà de ça, le télétravail, ça a changé le rapport au management et au leadership. C'est-à-dire que là où avant tu avais des entreprises qui étaient encore dans un mode où le leadership était très patriarcal, très pyramidal, aujourd'hui, quand t'as quelqu'un qui est pas à côté, tu peux pas contrôler. Et c'est bien. C'est bien parce que t'es obligé de faire confiance. Souvent, on parlait de scaling, quand t'as quelqu'un qui travaille, je sais pas moi, au Vietnam, tu penses bien qu'on s'amuse pas à contrôler toute la journée ce qu'ils font, quoi. T'es obligé de faire confiance, c'est important. Ça, c'est quelque chose qui change. Parce que le mode de management, je pense que c'est extrêmement compliqué pour une population qu'on appelait les cadres intermédiaires, parce que pour une partie, ils perdent leur repère où le management était basé sur le présentiel, sur le contrôle. Et ça, c'est plus le cas en fait. Ça va accélérer la transformation qui est la prise de pouvoir de la nouvelle génération. C'est une évidence mathématique, hein. C'est clair. Mais c'est aussi une évidence managériale. Ça accélère le besoin de sens. Le besoin de sens, il est devenu massif et critique. C'est-à-dire qu'en gros, je te le fais, enfin en tout cas tel que je le pense, au 19e siècle, on était sur les empires. Au 20e siècle, on est parti sur les États-nations. Et aujourd'hui, le 21e, c'est celui des entreprises. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cette génération-là, elle ne compte plus sur l'État et les pays pour répondre aux problèmes du monde. Donc elle compte sur qui ? Elle compte sur l'entreprise. Et donc en fait, qu'on le veuille ou non, que ce soit bien, pas bien, c'est pas le sujet,
La question, c'est que c'est devenu le rôle de l'entreprise de répondre à des besoins sociétaux parce que d'autres n'y répondent plus. L'éducation, les pouvoirs publics, l'école, etc. Et encore une fois, je ne fais pas de reproche, c'est factuellement ce qui se passe. Et donc cette génération, elle compte sur l'entreprise pour régler les problèmes du monde. C'est venu d'abord par les problèmes climatiques. Les étudiants te disent, nous, on ne veut plus travailler dans une entreprise qui va avoir un impact climatique, CO2, négatif. Et ça, c'était la première vague. La deuxième vague, c'est on veut des entreprises qui vont avoir un impact positif sur le monde. Donc on veut une entreprise qui va faire en sorte que l'image globale de l'entreprise soit l'image du monde. Dans l'ADN chez nous, à l'entrée, on a à peu près 50% de femmes. Dans mon comité exécutif, j'en ai 2 sur 10. C'est pas normal. Et pourtant, on a vraiment un ADN qui promeut les femmes. Et pour autant, on se rend compte que si on met pas des choses en plus, on n'arrivera pas à avoir ce qu'il y a en entrée en top management. Et donc c'est pareil pour la diversité de genre, la diversité d'origine, la diversité de culture, etc., etc. Et donc c'est finalement, même dans une entreprise, on n'a pas de sujet autour de ça. Pourtant, tu te rends compte qu'il faut quand même faire un certain nombre de choses pour arriver à avoir une diversité qui est représentée dans le management au global de l'entreprise. C'est super intéressant intellectuellement. Donc moi, par exemple, qui suis opposé au quota, c'est quelque chose que j'aime. En revanche, on est obligé d'avoir des objectifs. Parce que si on n'en met pas, on n'y arrivera pas. Et donc en fait, l'idée, c'est d'aller mettre des objectifs pour ne pas avoir à mettre de quotas. Parce que la compétence doit rester le critère numéro 1 de promotion d'un individu, mais on doit travailler l'organisation pour qu'elle arrive à promouvoir... Et atteindre l'objectif. Exactement. Ces générations, elles attendent de nous qu'on résolve et qu'on ait un impact climatique, on en a parlé, sur la société de façon générale, sur les territoires sur lesquels on opère, et puis d'apporter quelque chose et de contribuer à améliorer d'une façon ou d'une autre le monde. J'ai des questions, donc c'est des questions rapides, tu me réponds comme ça en quelques secondes. Plutôt Elon Musk ou Steve Jobs? Plutôt Elon Musk. Pourquoi? Il y a un truc pour lequel j'ai un profond respect, c'est les gens qui ont fait 2 entreprises, ou 3, et qui ont remis ça à l'ouvrage. Parce que faire une entreprise qui marche bien, ok. Avoir la capacité de repartir de zéro et de le refaire, moi ça me sidère. Comme ça, il y a Pierre Chapaz, tu sais, qui avait monté Kelkoo et puis Tids. On devrait faire des cas de management sur ces gens-là, parce que ce qu'ils ont fait est incroyable. Elon Musk l'a fait 3 fois, 4 fois même. Tu prends Brad Kewell, que personne connaît. Il a monté 7 entreprises dont 3 licornes. Donc il a forcément compris 2-3 trucs. Oui, et puis quelque part, moi c'est le processus intellectuel de résilience qu'il faut pour être capable de repartir à zéro d'une page blanche. Ouais, parce que ce qu'on se rend pas compte, c'est que quand t'as rien, t'as une motivation naturelle. Et une fois que tu commences à avoir ton confort de vie, il y a plein de drive que tu perds, quoi. Ça, et puis il y a autre chose en plus. On donnait une conférence avec Jacques Veyrat. Jacques Veyrat, en fait, c'est un polytechnicien français qui a été l'un des dirigeants du groupe Robert Louis Dreyfus, qui avait monté 9CGTEL. Ça a été le patron de 9CGTEL à l'époque. Et qui est ensuite parti pour monter un groupe qui s'appelle Impala, qui est un fonds d'investissement. Et en fait, je connais plus le détail de l'histoire, mais quand il est parti, il a négocié à l'époque avec Margarita Louis Dreyfus, qui était la veuve de Robert Louis Dreyfus. Il a négocié son départ et il a accepté moins d'argent, mais de pouvoir embarquer ses équipes. Parce que quelque part, c'est ça qui fait la différence. Et c'est ça que je trouve extrêmement difficile quand tu commences à avoir constitué des équipes. C'est ça dont t'as pas envie de te passer. Moi, j'ai pas envie de changer mes équipes, les gens qui font ça, parce qu'ils sont... c'est ça qui est incroyable. T'as un livre préféré? J'aime beaucoup Fortitude, de Larry Collins, qui est l'histoire de l'intoxication des services de renseignement pendant la Seconde Guerre mondiale lors du débarquement Overlord. Donc en fait, c'est toute la Maskirovska. C'est le schéma et le scénario d'intoxication pour faire croire aux Allemands que le débarquement allait avoir lieu, non pas en Normandie, mais de l'autre côté. C'est là où tu vois qu'il y a une armée gonflable qui a été construite, des maquettes, c'est complètement incroyable. Citation préférée, t'en as une? J'en ai 2. J'en avais une avant que j'avais mis dans mon bureau qui était « Le bon patron trouve les solutions, le mauvais patron trouve les excuses ». Et puis il y a une citation de Churchill qui est on voit souvent le chef d'entreprise comme l'homme à abattre ou la vache à traire, peut voir en lui le cheval qui tire le char. Il est fort Churchill en termes de citation. Hein. Ah, il est pas mal. Quel mauvais conseil, je te disais de paradoxe, quel mauvais conseil tu penses on donne trop aux entrepreneurs? Alors tu m'en as donné plein en soi. Le premier, c'est d'aller lever des fonds. Aujourd'hui, n'importe quel entrepreneur, il part du principe que c'est impératif d'aller lever des fonds tout de suite. Ben non. Pas forcément. Et pourtant, j'ai un fonds d'investissement, enfin j'ai un fonds de venture et j'investis, mais non, en fait, c'est pas nécessaire. Ouais. D'ailleurs, c'est fou parce que même là, dans le recrutement, il y a des cabinets de recrutement qui me demandent est-ce que j'ai levé des fonds et pour qui ne pas avoir levé de fonds, dans leur tête, c'est un aveu de faiblesse, de problème. Il y a un think tank qui existe
qui regroupe des entrepreneurs. Et on avait discuté un jour parce que ça m'intéressait de participer. On raconte un peu le parcours, etc. Mais c'est incroyable, etc. T'as levé combien? Je dis 0. Ah, tu peux pas venir. C'est fou ça. Ok, bon. T'as une app préférée sur le téléphone? Strava. C'est quoi Strava? C'est réseau social de sport. D'accord. Tu peux connecter avec des sportifs? J'aime bien la notion de performance, donc ça te permet de mesurer tes performances par rapport à toi-même aussi. Voilà. C'est quoi l'investissement argent ou temps, ou les deux, qui a généré le plus de retour sur investissement? Le temps que j'ai passé à former les gens qui sont dans mon comité de direction et qui n'étaient pas déjà formés, c'est une certitude. Le temps passé avec les équipes, c'est le meilleur temps qui soit. Tu vois, tu me posais la question de ce que tu fais quand tu gères une boîte de 7000 personnes. J'ai posé la même question à quelqu'un que j'aime beaucoup qui gérait des boîtes de 200 ou 300 000 personnes et qui te dit mon boulot, c'est de faire du HR. C'est de détecter les talents, les potentiels. Et les former. Et les faire évoluer. Ouais. T'as quelqu'un qui t'inspire beaucoup d'ailleurs dans le monde du business? Oui, j'en parle régulièrement et ça étonne les gens parce que c'est un vieux monsieur qui a 83 ans qui s'appelle Henri Lachman, qui était l'ancien PDG de Schneider, que j'aime beaucoup parce que Tu le connais? Ah oui, je le vois régulièrement. Je mange chez lui vendredi. C'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup parce que il a été le premier à créer une entreprise qui était mondiale. Parce que Schneider a été très rapidement mondial avec un comité de direction éclaté dans le monde. Donc tu vois, l'entreprise internationale. Parce qu'il a vraiment mis les talents au cœur de la boîte. Vraiment pour le coup. Et ce que je trouve assez incroyable, c'est qu'il a détecté l'actuel PDG de Schneider, qui s'appelle Jean-Pascal Tricoire, qui a fait le M Lyon, bravo. Il n'y en a pas beaucoup, je crois que c'est le seul au T'es né CAC à 40. Lyon ou pas? Non, moi je suis né à Montpellier, mais je suis lyonnais. De cœur. Ouais, je suis arrivé à 7 ans. Et du coup, il a détecté Jean-Pascal Tricoire, qui est l'actuel PDG. Je crois que c'était son N-4 à l'époque. Et il a détecté, j'ai trouvé ça génial, en Chine. Il était en visite, en déplacement, dans un repas avec des dirigeants. Et il y avait les dirigeants et les conjoints. La femme de Jean-Pascal Tricoire a eu un impact. Et il s'est dit, tiens, je suis intéressé pour voir qui est le mari de la femme. Ce que je veux dire là-dedans, c'est la capacité à détecter ton futur successeur. Alors, c'est ton N-4. C'est long, un N-4, hein. Et de l'amener ensuite en termes de parcours, d'expérience, de confrontation à plusieurs expériences pour qu'il arrive là-haut. Donc, t'as compris le fil directeur, hein. C'est les talents, c'est les équipes derrière, quoi. T'as 4 enfants. C'est quoi un des messages les plus importants que t'aimerais transmettre à tes enfants, mais plus largement à... Je vous aime très fort et je suis super fier de vous. Faites quelque chose qui vous rend heureux. Fais en sorte que le matin, tu te lèves. Moi, aujourd'hui, j'ai pas envie d'arrêter de bosser. On me pose souvent la question, je veux pas arrêter de bosser, je m'amuse. Je suis content le matin quand je me lève. Tu kiffes. Ouais, je suis content, quoi. Je kiffe, je suis content de ce que je fais, j'aime ce que je fais, quoi. J'ai monté une première entreprise en Belgique et je suis parti pour rejoindre un groupe concurrent pour monter une entreprise. Et ma première expérience entrepreneuriale a été cauchemardesque, quoi. J'ai eu menace de mort, détective privé, micro, écoute. On crée la boîte le 11 mai 2000. Ma femme était enceinte et elle a accouché de notre premier enfant qui est né en octobre 2000. Et tu vois, par exemple, à la maternité, il y avait l'huissier qui m'attendait à Romba pour me mettre des significations. Donc toi, tu descends pour envoyer des SMS à tes potes, dont un qui est mon associé, en disant ça y est, je suis papa et tout, et t'as l'huissier qui t'attend, tu vois, c'est dur, quoi. Ou t'as quelqu'un qui vient avec, tu sais, comme dans les films, l'espèce de détecteur de micro, là, parce que t'es sur écoute. Ta femme de ménage qui se fait cambrioler pour piquer les clés, pour aller récupérer les documents dans tes bureaux. Détective privé qui te tue, enfin, tu vois, des choses qui étaient lourdes, quoi. Le premier truc, c'est déjà de faire les choses proprement, parce que tu finis quand même toujours par, quand tu fais les choses proprement, tu finis toujours par gagner. Sur 14 procès, je crois, j'ai perdu le premier. J'ai tout gagné après, mais le premier permet de déclencher 2-3 trucs, quoi. C'était particulier parce qu'à l'époque, c'était en Belgique. Et en Belgique, tu pouvais attaquer quelqu'un, et même si tu gagnes, c'était toi qui payais tes frais d'avocat. Si t'avais pas les poches profondes pour payer tes frais d'avocat, de toute façon, tu perdais puisque tu les payais quoi qu'il arrive, même si tu gagnes. Ce qui est une hérésie, hein. Pendant ce temps-là, mon premier enfant, Arthur, le 23 décembre 2000, on nous dit, on sait pas s'il a le sida ou la leucémie. Quelque part, quand t'as ça à côté, tu t'en fous du reste, quoi. C'est un détail. Et pendant un an, on a eu problème de santé sur problème de santé. Il va super bien, il fait 1m90, enfin 88, il est baraque, il a plus jamais eu de problème, tout va bien. Mais quand t'as ça en même temps que le reste, finalement, tu te dis, c'est quoi? C'est des recommandés, c'est des huissiers, c'est des notaires. C'est pas grave, ça reste du business, c'est pas important. Et du coup, ça permet de relativiser plein de choses. C'est pour ça que après, c'est vrai que c'est plus facile. Objectivement, c'est plus facile. Mais par contre, j'avais vraiment pas envie de revivre ça, quoi. Et c'est pas un métier qui est fait pour tout le monde. Contrairement à ce qu'on pense, c'est un métier. La majorité des gens qui sortent aujourd'hui de l'école ou quoi que ce soit veulent être entrepreneurs. Et en fait, on confond le fait d'avoir envie d'entreprendre des choses, de faire des projets, d'avoir un impact et un sens dans ce que tu fais au quotidien et de savoir à quoi tu sers et ton job à quoi il sert, avec le métier d'entrepreneur qui est un métier qui n'est pas fait pour tout le monde. C'est légitime de se dire, je veux chercher un job qui me permette d'avoir un impact, d'entreprendre à l'intérieur d'une entreprise, c'est légitime. Faut réfléchir au fait que être entrepreneur, c'est pas que ça, c'est autre chose.
J'espère que la vidéo t'a plu. En tout cas, ça a été beaucoup de boulot. Je souhaite vraiment que peu importe le regard des autres, peu importe la peur d'échouer, tu fonces et tu ailles réaliser tes rêves. J'ai identifié 6 obsessions contre-intuitives que les gros entrepreneurs ont et qui font leurs résultats. Quand je dis gros, je parle d'Elon Musk, Steve Jobs, Jeff Bezos, Warren Buffett. Ces 6 obsessions ont permis à mon entreprise de décoller et ont permis à certains de mes clients de faire jusqu'à x10 la même année. Donc si ça te dit, tu as envie de recevoir ça, je te l'envoie dans ta boîte mail, clique juste ici et tu vas le recevoir. Fais-le maintenant car je change régulièrement de vidéos gratuites. Rappelle-toi, cette année c'est notre année et on avance ensemble.